Chers amis francophones, amateurs de thé et amateurs de mon blog Tea Masters, de ma boutique tea-masters.com, de mon compte Instagram et de ma page Facebook, bienvenue à une nouvelle classe de thé. Et cette fois-ci, on va la consacrer à la porcelaine Céladon, une porcelaine bien utile et très jolie pour notre dégustation de thé quotidienne. Alors, cette fois-ci, comme nous sommes en période de fête, j'avais pensé à ajouter un petit cadeau en guide de remerciement pour vos vues et votre soutien sur cette chaîne. Tiens, j'essaie de retrouver la vidéo. Donc, cette idée, c'est de vous offrir un échantillon de ce thé, Tianche Oolong. C'est la meilleure plantation en fait de la ferme Fushoshan, juste à côté de Lishan. Fushoshan, c'est une plantation, une grande ferme qui ne fait pas que du thé, qui fait aussi des fruits et qui est liée historiquement à Chiang Kai-shek et à son parti nationaliste. Et grâce à cela, c'est devenu un petit peu le fournisseur semi-officiel des thés oolong de la présidence de Taïwan. Donc si vous buvez ce thé-là, c'est comme si vous buviez les mêmes thés que boit Tsai Ing-wen et probablement les mêmes thés qu'elle offre à ses confrères, Macron, Trump, Merkel, enfin bon, c'est peut-être que ces pays-là probablement acceptent les thés, bien qu'il n'y ait pas de relation officielle, mais j'imagine que les ambassadeurs de nos pays qui sont à Taïwan acceptent très volontiers les oolongs offerts par la présidence de Taïwan. Et donc, pour gagner l'échantillon qui va être offert aujourd'hui, il va falloir répondre à une question que je vais vous poser à la fin de la classe et qui a lieu à la classe qu'on fait aujourd'hui. Donc il faut bien que vous écoutiez mon petit cours et comme ça vous aurez la réponse et le premier à me donner la réponse en commentaire au moment où j'aurai où j'aurai posé la question sera celui qui va gagner l'échantillon. Alors ce matin j'ai déjà fait le cours en anglais. Je vais poser une question différente, que ce soit clair. Visiblement, ce n'était pas si facile à trouver. Peut-être que la question va être un peu plus simple, mais je verrai le niveau. Donc, encore merci de me suivre. Je vais essayer de retrouver le feed, comme ça. Ouais, bonjour Valérie, bonjour Benoît. Merci d'être là. Donc c'est bien, plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Faites circuler cette page si vous la trouvez intéressante. Et en même temps que je vais faire ce cours, je vais également boire un petit peu de thé. Hop, donc je vais vite. C'est un petit peu le concept de la classe. C'est de partager un moment de thé avec quelques informations, quelques connaissances. Et le thé que j'ai choisi de faire a aussi un petit peu changé. Ça reste un thé de haute montagne, mais au lieu de prendre le Tianche que j'ai bu ce matin, pour un peu plus de variété, j'ai décidé d'infuser le Shaninshi de cet hiver. Comme ça me permettra un petit peu de comparer les deux. J'utilise toujours la même théière Juni que vous pouvez trouver dans ma sélection, une très belle théière Dishing. Et je vais bien sûr utiliser des coupes en porcelaine Céladon. Voilà, donc ça nous amène au sujet, la porcelaine Céladon. Qu'est-ce que c'est? D'abord, de la porcelaine. La porcelaine, donc, c'est une glaise faite avec du kaolin qui va donner cette couleur blanche au corps. Ça va être également un objet qui va être émaillé pour le protéger de l'humidité, pour qu'il soit imperméable. Et puis, pour que ça soit également de la porcelaine, il faut
que, que la température de cuisson dépasse les 1200 degrés pour que ce soit assez chaud, pour que la glaise vraiment durcisse et devienne complètement imperméable. Et, et ensuite le céladon. Donc le céladon, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord c'est le nom d'un personnage de théâtre, dans le théâtre français. Voilà, je préchauffe d'abord l'extérieur de la théière, puis l'intérieur, pour éviter le choc thermique. Donc là, je fais une petite pause du cours pour me concentrer sur la préparation du thé. Voilà, comme ça préchauffe vraiment très rapidement. J'agence les tasses pour que il soit facile de verser dedans, sans trop faire de gouttes à côté. Alors là, pour m'amuser, j'utilise deux coupes différentes, mes coupes chantantes de Taïwan, ainsi que des coupes en céladon faites à la main par David Louveau, avec un pied intéressant qui va avec. Et ce sont des reproductions là de coupes de la dynastie mongole qui originalement étaient en Qinghua, et là on les a simplement laissées en céladon, sans décoration. Voilà, le thé dedans, j'infuse. Voilà, ça a bien tourné, les feuilles ont dansé sur elles-mêmes, comme si elles vont bien se dérouler. Et maintenant, pendant que le thé infuse doucement, je peux vider mes coupes. Donc qui ont ce qui est intéressant, elles ont des couleurs un peu différentes et des épaisseurs différentes. Bonjour Pierre-Alain. Actuellement, il n'est pas possible d'envoyer quoi que ce soit depuis Taïwan vers l'Italie. Ça dure depuis le printemps, c'est vraiment très embêtant. J'ai également plusieurs lecteurs qui n'attendent que ça, mais malheureusement, Valérie, la poste de Taïwan n'est pas autorisée à envoyer vers l'Italie actuellement depuis la crise du Covid. C'est un des pays qui n'a pas encore réouvert ses frontières à Taïwan, alors que Taïwan est vraiment l'endroit le plus sûr de la planète. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Faut que j'aille là. Pourquoi il n'est pas possible d'envoyer de paquets de Taïwan vers l'Italie, malheureusement. Ah oui, donc effectivement, ça c'est une bonne remarque. Hein, ce concours n'est possible que pour les gens pour lesquels je peux envoyer le thé. Hein. Donc, si vous voyez que vous êtes dans un pays où je n'arrive pas à envoyer, donc il vaudrait mieux ne pas participer, laisser votre place à quelqu'un qui peut recevoir le thé en tout cas. Vraiment, mais là n'est pas dans mon domaine d'influence. Sinon, la seule solution, en fait, c'est des envois par DHL ou bien FedEx. Mais là, c'est vraiment assez prohibitif. Point de vue prix, ça coûte pratiquement 100 $ pour un paquet. Donc là, il faut passer une commande assez conséquente pour que ça vaille le coup. Hein. Voilà.
Ah, beaucoup de douceur, ça tombe bien, c'est presque dessert. Ah, Bruno aussi, bonjour. Ouais, je suis vraiment désolé. Oui, donc pour ceux qui nous rejoignent, il y aura un petit concours à la fin de cette vidéo. Je poserai une question et à vous de me répondre. Et la bonne réponse gagnera un échantillon de ce thé Tianche, qui est donc la plus belle plantation de la ferme Fushoshan. Et c'est vraiment un thé magnifique, qui a des notes légères, très légères, vraiment très superbe. Alors, revenons à notre céladon. Ses origines sont la Eastern Han, c'est les Han orientaux, entre l'an 25 et 220, hein, comme on est 2020 maintenant. Donc ça fait au moins 1800 ans que la porcelaine céladon existe et arrivé à maturité en Chine, hein. Donc il faut savoir que la porcelaine et les céramiques, ça existe déjà depuis enfin, les céramiques et la poterie plutôt existent déjà depuis le néolithique, hein, depuis la préhistoire. Des peuples partout dans le monde ont créé des porcelaines, euh, des bols, bien, des grands conteneurs, hein, pour garder euh, euh, leur nourriture. Mais c'est en Chine que les techniques de cuisson de la poterie ont été les plus évoluées, et c'est là que, en premier, la technique est arrivée tellement à point qu'on a réussi à faire de la porcelaine, hein, plus de la proto-porcelaine comme c'était le cas auparavant, presque de la porcelaine. Maintenant, c'est vraiment de la vraie porcelaine à partir de la dynastie des Han orientaux, hein, donc entre 25 et 220. Mais le mot céladon, en fait, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas simplement le mot vert? En fait, le céladon, c'est une couleur qui est un petit peu insaisissable, hein. Elle peut prendre de nombreuses teintes, hein. Si on prend hop, les exemples dans ce livre des céladons de Longquan, on peut voir que, par exemple, à la dynastie Tang, hop, vous avez des ballons céladons qui sont pratiquement de cette couleur, presque jaune, hein, jaune presque brun, jaune clair brun, un petit peu vert quand même aussi. Et, hop, et pratiquement à chaque cuisson, les teintes, les couleurs changent, hein. À l'époque, on cuisait directement sans casette dans le four, donc les teintes changent, hein, hop. Maintenant, bien, on arrive plus vers du vert bleu, hein, là, carrément vert bleu, voilà. Là, on est dans la dynastie Song, hop. Et là, un vert beaucoup plus vert, voilà. Donc, en fait, ce céladon, pour les Chinois, qu'est-ce que c'est en fait, hein, cette couleur Qing, en fait, c'est un petit peu leur alchimie à eux. Au Moyen Âge, en Europe, on avait les alchimistes qui essayaient de transformer le plomb en or. Eh bien, dans la civilisation chinoise, il y a une pierre qu'ils vénéraient en particulier, et jusqu'à aujourd'hui encore, c'est la jade, hein, la jade qui a également des couleurs assez différentes selon où on l'extrait, qui peut être parfois très verte, euh, qui peut vert bleu, ou bien vert jaune, ou bien transparente. Et donc, la jade, c'était vraiment la pierre précieuse par excellence dans la Chine ancienne, dans la Chine des Han et même avant. Elle pouvait même servir comme monnaie d'échange, tellement elle était considérée, elle pouvait valoir autant qu'un village entier, hein. On utilisait des cylindres pas des cylindres, plutôt
un petit peu comme des assiettes de jade, avec un trou circulaire au milieu. Et donc les potiers en Chine essayaient, en faisant la poterie et la céramique céladon, de s'approcher de la couleur de la jade ainsi que de sa translucence, hein, de son éclat, de son côté très doux, comme de la pierre, hein. Donc c'était pour eux une manière de transformer la glaise, la terre, la boue, pas en or, mais en jade, dans la pierre la plus précieuse, et avec, qui a même des vertus presque mystiques, car dans l'Antiquité, on enterrait même les cadavres avec un costume de jade. La jade était censée les protéger pour le voyage dans l'au-delà. Et pour les personnes qui sont vivantes, porter de la jade est également un petit peu comme un talisman de protection, hein, jusqu'à aujourd'hui encore en Chine. Et donc la signification de la porcelaine céladon est très liée à l'importance de la jade. On voit ça également dans la dynastie Tang, sous les bols des... Hop, on va montrer ça ici. Vous voyez ce genre de bol. En fait, il faut voir là, sous le bol, il y a un pied. Et ce pied, il a une forme particulière qui ressemble à à ce bi, à cette jade qu'on appelle bi, qui est donc ce cil, enfin pas ce cil, ce disque troué au milieu, et où le trou fait la même la même taille que la jade elle-même, hein. Donc il y a jade, trou et jade, et tout ça fait un rond, hein. Alors que de nos jours, les pieds vont être beaucoup plus fins, mais là il faut s'imaginer le pied jusqu'à là, et ensuite une comment dire ça, rien, et ensuite de nouveau le pied, voilà. Donc on essayait même sous le pied des bols d'avoir cette forme de disque de jade, hein, qu'on appelle bi. Voilà. Alors, je reprends ça. Donc ça c'est pour un petit peu l'historique et de comment on a inventé le céladon, la porcelaine céladon en Chine. Et maintenant, allons donc jusqu'à la dynastie Tang, où on a commencé à boire le thé dans ces bols en céladon. Et là, déjà à l'époque, on se chamaillait quel était le meilleur type de bol, hein, un petit peu comme aujourd'hui, on se demande quelle est la meilleure théière, quelle est la meilleure tasse pour le thé. Et en fait, c'est Lu Yu qui avait déjà tout compris dans son Cha-Jing. Alors, je vous recommande le Cha-Jing. Hop, on va rapidement lire ça. Dans le chapitre sur les ustensiles de la préparation du thé, Lu Yu nous dit: pour les bols, Wan, la première qualité se trouve à Yuezhou, la seconde à Dingzhou, la troisième à Wuzhou, etc., etc. Ensuite, il nous dit: si la porcelaine de Xingzhou est pure comme de la neige, alors celle de Yuezhou l'est comme la glace. C'est un deuxième point de comparaison. Dans un bol de Xingzhou de couleur blanche, le thé devient rouge. Dans un bol de Yuezhou bleu, le thé devient vert. C'est un troisième point de comparaison. Donc là, Yuezhou, ils ont traduit par vert, alors que c'est céladon, bleu alors que c'est céladon. Et quand ils disent vert, en fait, ce que Lu Yu veut dire, c'est que à la dynastie Tang, hein, on a un thé qui est cuit, qui est en poudre pratiquement,
moins fine que la période Song, mais en poudre quand même. Et du coup, c'est un thé qui a tendance à oxyder. Hein, plus il est réduit en poudre, plus il va oxyder. Et donc, dans des porcelaines avec une émaille très blanche, ce breuvage va avoir un peu un aspect rougeâtre. Alors que dans une porcelaine céladon, donc qui a une émaille de couleur verte, l'aspect du breuvage va être plus vert, plus frais. Et il trouve ça beaucoup plus agréable aux yeux de voir cette couleur-là, plus verte, plus fraîche que la couleur rouge. Et, et donc, c'est au niveau de la couleur déjà qu'il trouve que le céladon convient mieux à la préparation d'été de la période Tang. Et il faut également dire, hein, il a raison aussi sur ce point-là, que les scientifiques ont découvert que les yeux sont le plus apaisés lorsqu'ils regardent un paysage euh, vert, de forêt par exemple. Bien, si vous regardez une couleur verte, c'est là que vous vous sentirez le plus apaisé. Donc voilà pour l'avantage de boire du thé, notamment des thés un petit peu verts, des thés qu'on veut boire plutôt frais, bien de couleur verte, qu'on veut un peu suggérer plus de fraîcheur. Hein. Si on les boit dans des coupes en céladon, on aura beaucoup plus cette impression de fraîcheur que dans des porcelaines, même parfois qui sont blanches, mais où du coup ça va devenir un petit peu plus rougeâtre. Vous voyez comment on tient cette coupe. C'est très agréable en fait pour la main de la tenir comme ça. C'est même pas lourd. Très agréable. Voilà. Alors on propose de faire une deuxième petite infusion. Alors, tout à l'heure, je vais également vous montrer des objets en céladon de 3 dynasties différentes. Voilà. Les feuilles sont bien ouvertes. C'est bien. Et il fait un petit peu chaud à Taïwan, pour ça que je transpire. Voilà. Oh, j'ai perdu ça. Voilà, désolé pour ce moment d'interruption. J'essaie de retrouver le flux de vos questions, si jamais vous en avez. Euh, Nous en étions donc à la porcelaine Céladon et de la dynastie Tang, un Louis qui nous a dit qu'il préfère la porcelaine de Yuezhou. Alors, dans la dynastie Tang, il y a encore quelque chose, une autre histoire très importante à propos du Céladon, c'est le Miss Tse, la couleur secrète. Hein. Et en fait, donc, il y a des documents datant de la dynastie Tang qui parlent d'une porcelaine à la couleur secrète. Et pendant plus de 1000 ans, en fait, personne ne savait exactement quelle était cette couleur secrète, à quoi elle ressemblait, de quelle porcelaine s'agissait-il. En fait, il s'agissait d'un truc d'un empereur, hein, pour que ses sujets n'aient pas les mêmes ustensiles que lui.
il gardait cela secret. Plutôt que de partager avec ces sujets en disant tiens, je sais que telle porcelaine est vraiment très bonne, vous devriez l'essayer. Non, ben à l'époque, on n'était pas tellement dans le partage. Ils préféraient, euh, ils préféraient garder les bonnes adresses pour eux, pour pour avoir l'exclusivité de ces porcelaines et être le seul à voir ce qu'il y a de meilleur. Alors, ces coupes-là, en fait, ce sont des imitations, bien de reproductions d'une coupe de la dynastie mongole, euh, à l'époque en Qinghua, et là, cette fois-ci, simplement euh, en céladon. Elles ont été faites par David Dufour. Je réponds à la question. Et on remarque que la forme des coupes est très similaire à la forme de mes coupes chantantes. Hein, ce qui change, c'est surtout le pied qu'on n'a plus. Maintenant, on a simplement le petit chato, chataku en japonais. À l'époque, ça prenait beaucoup plus d'ampleur et c'était beaucoup plus, ça montait vers le ciel, quoi. Hein. C'est presque une offrande et ça ressemblait beaucoup plus à une fleur, puisqu'il y a un petit peu comme des pétales ici. Voilà. Donc le Tse, on a failli ne pas savoir de quoi il s'agissait cette couleur. Hein, parce que il voulait vraiment garder le secret et avoir l'exclusivité de cette porcelaine pour lui tout seul, l'empereur. Mais heureusement, lors de fouilles dans le temple Famen, on est tombé en 1986 sur une réserve des trésors de la dynastie qui avait été bien caché et jamais si bien caché qu'il n'avait jamais réouvert. Et c'est là qu'on a une collection d'or et d'argent, d'ustensiles pour préparer le thé dans la période Tang, mais on a également un bol Misetsu de cette couleur secrète. Et donc pour la première fois, on a pu mettre un objet en face du nom Misetsu. Et pour la première fois, on a pu enfin savoir d'où ça venait. Un instant. Et voilà ce bol de la collection de l'Empereur Tang. Hein, et on voit maintenant bien que c'est un bol en céladon. Et pas n'importe quel céladon. En fait, il s'agit du céladon de Yuezhou, le céladon tellement prisé par Louhu lui-même. Hein, donc un céladon qui nous vient hop, hop, hop. En fait, du sud de la Chine. Hein, la Chine se scinde en deux entre le nord et le sud par le fleuve Yangtze. Et il y a un dicton qui dit Nanqing Beibai. Au sud, le céladon. Au nord, la porcelaine blanche. Hein. Ça, c'est d'un point de vue historique. Les Chinois du nord préfèrent plutôt la porcelaine blanche. C'est surtout dans le nord qu'on trouvera des fours à porcelaine blanche, alors que dans le sud, on trouvera beaucoup plus de céladon et donc de fours à céladon couleur verte, vert bleu, etc. Il y a des exceptions, comme toujours, mais cette règle vient peut-être aussi du climat chinois. Le blanc dans le nord fait probablement référence à la neige qui tombe abondamment en hiver,
alors qu'il ne neige pas dans le sud de la Chine, en tout cas pas en plaine. Alors que dans le sud, par contre, on a beaucoup plus de paysages très verdoyants, beaucoup plus de forêts qui sont toujours vertes à Taïwan. Même en hiver, la forêt est verte. Donc il y a une appétence pour le vert euh, et pour la jade qu'on a un petit peu moins dans le nord de la Chine. Donc, il faudrait me poser la question. Yuan, oui, est-ce que c'est donc une origine Song? Euh, oui et non. En fait, dans la dynastie Song, on trouve euh, cette même forme, mais en plus grand. Hein, pour les bols Jianyang, où l'on prépare le thé en poudre, japonais matcha maintenant, hein, mocha à l'époque, mais c'était des bowls beaucoup plus grands qui allaient donc sur des pieds beaucoup plus grands. Et le tout à peu près de cette forme. Bon, le bol avait une forme un petit peu différente, mais le pied quand même était assez proche, mais en plus grand. Donc, effectivement, on peut dire que cela venait des Song et que ça a été euh, réduit durant euh, les Yuan. Mais à ce compte-là, en fait, même des, durant la période Tang, on avait déjà des bols avec de tels supports. Donc, on pourrait même dire que ça remonte au Tang. Donc, je préfère dire que cette forme-là, exactement, et cette taille-là, en fait, elle fait référence à une pièce qui avait été trouvée à Nanjing et qui date de la période mongole. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques autres exemples de pièces Céladon de ma collection personnelle. Euh, alors, la plus ancienne que j'ai, alors effectivement, elle date un petit peu de cette période-là, euh, Song ou bien mongol. Alors, on n'est pas, pour être sûr, on va dire mongol parce que mais elle pourrait déjà être en fait de la période Song parce qu'il s'agit d'une petite jarre pour y mettre du thé en poudre, comme on le préparait durant la période Song. Et donc on pouvait voir qu'elle est en céladon, d'une couleur un petit peu olive, un petit peu plus jaunâtre, assez craquelé en certains endroits, un petit peu moins en d'autres. Euh, la couleur également va un peu varier. La clé elle-même, la glaise, elle est quand même assez claire, jaune clair. Ici, on le voit également au niveau du pied, là, il est un peu plus gris. Euh, et donc c'est et avec on remarque que l'émail est très très épais et le tout est vraiment très très lourd. Hein. Ça, c'est une particularité de ces objets. Ils ne lésinent pas sur la matière. Hein. Ça c'est assez lourd et doux au toucher. Donc ça c'est ce que j'ai de plus ancien en céladon et que j'utilise. Si vous allez sur mon blog, que vous regardez mes préparations de thé de façon Song, j'utilise pratiquement tout le temps cette petite jarre pour y mettre mon thé en poudre. Alors, voyageons un petit peu plus loin dans le temps. La période Ming, hein, nous amène cette céramique. Alors là, il s'agit, j'utilise maintenant comme jarre, mais au départ, en fait, il s'agissait d'une grenade. Donc avec une glaise très épaisse, hein, et une émaille également épaisse pour que ça fasse bien mal quand ça se déflagre. On mettait de la poudre dedans, une petite mèche, on allumait, et quand le bateau ennemi arrivait, on balançait ça chez l'ennemi et paf, euh, on essayait de faire des dégâts quand on était pirate, ou bien quand on était
un Chinois chassé par les Qing et qui allait se réfugier sur Taïwan. Et pour déloger les Hollandais qui tenaient un fort à Tainan, ils avaient préparé beaucoup de ces jarres. Donc on les a retrouvés dans la baie de Tainan, à la baie qu'on appelle Anping, dans un endroit qu'on appelle Anping. Et c'est pratiquement le seul objet en céramique dont on connaît le nom par son lieu de provenance, hein. On appelle ça une Anping Guan, une jarre Anping. Voilà, en référence là où elle a été trouvée. Alors qu'en fait, elles ont surtout été produites au Fujian et au Guangdong, en face de Taïwan, euh, et amenées à Taïwan pour prendre l'île qui était aux mains des Hollandais. Et ça a marché. Donc là aussi, on voit beaucoup le travail du potier. On sent que ce n'est pas 100% lisse. Il y a plein de petites aspérités, des petites craquures, hein. Bon, ça c'était vraiment un objet qui n'était vraiment pas fait pour exister très longtemps. Il était littéralement fait pour exploser. À l'intérieur aussi, on sent qu'il a été réalisé en plusieurs fois, en plusieurs niveaux. Et pour ça, il est bien lourd. Et cette lourdeur et le fait qu'il est émaillé à l'intérieur fait qu'il est vraiment très utile comme jarre, parce qu'il protège vraiment bien de l'humidité, vu qu'il a été conçu pour être amené en mer et servir de grenade. Donc il ne fallait pas que la poudre soit mouillée, il fallait qu'elle reste bien sèche. Donc ça permet également de bien sécher le thé qu'on met dedans. Et je vous montre encore de la dynastie Qing, donc là 1644-1911, cette petite cuillère à soupe. Et l'on voit que la couleur verte est un peu plus ordinaire, un peu plus normale. Elle n'est pas tout à fait de la même concentration partout. Certains endroits sont plus verts que d'autres, parfois c'est un peu plus blanc, selon là où l'émail s'est plus posé. Hein, sur le plat du bas, c'est là où il y a le plus d'émail, où c'est devenu le plus vert, hein. Donc là on voit effectivement que c'est un objet vraiment fait à la main, euh, dans un minya, dans un four du peuple, un four très, très commun. Mais donc c'est intéressant de voir cette porcelaine Céladon qui a plus d'une centaine d'années et de la comparer à des euh, Céladons maintenant contemporains. Hmm. Alors, ce Céladon bien vert dont je me sers pour mes eaux usées, hein, mes coupes chantantes qui ont un vert très léger, hein, afin de ne pas trop euh, donner de couleur au thé pour qu'on le voit vraiment dans sa pureté. Ici, cette aiguillère faite également par David Louveau sur également une imitation d'une aiguillère de la dynastie Song. Hop là, oh, j'ai oublié qu'il y avait de l'eau dedans en fait. Oh, petit instant rigolo. Alors là, je vais buzzer, hein, parce qu'en fait, je voulais vous montrer qu'en dessous, il y a on voit bien l'épaisseur de l'émail. Voilà. Euh, et c'est parce que parfois, dans les porcelaines contemporaines, l'émail c'est vraiment une très très fine couche. Mais là, on se rend compte aussi avec les objets anciens que l'émail peut être parfois aussi épais que la glaise elle-même, hein, voire plus. Donc, et là, il le faisait en plusieurs couches. Et c'est ça qui donne aussi cet aspect un petit peu presque laiteux et très, très doux à cette porcelaine Céladon. Qu'est-ce que j'ai encore? Là, j'ai un très beau bol de Michel François avec des couleurs vraiment à la fois naturelles, bleu foncé, un petit peu chaudes, euh,
et beaucoup de changements de dégradés dans les couleurs, hein, très intéressant. Mais également, toujours de Michel François, un bol très sobre, un bol à fruits plutôt, euh, avec ouais, euh, une émaille très mate, hein. Au lieu d'être très brillante, celle-ci est très mate. Ça, c'est un petit peu ce qui fait sa particularité. Voilà. Donc on voit vraiment un grand éventail de couleurs différentes, d'aspects différents. Et, euh, et comment est-ce qu'on peut un peu savoir plus sur les origines, la provenance de telle ou telle pièce euh, de porcelaine Céladon? Euh, En fait, on a pu voir tout à l'heure avec le Longchuan, hein, que euh, d'un même four, à des périodes différentes, bien même aux mêmes périodes, les couleurs elles vont beaucoup varier, hein. Donc ce n'est pas vraiment avec la couleur qu'on peut savoir d'où une pièce vient. On le saura beaucoup mieux en regardant la terre. Parce que s'il y a une chose qui ne change pas, c'est la terre. Les potiers prennent toujours, en tout cas à l'époque, hein, avant le développement de la logistique, prennent toujours la terre qu'ils ont sous la main, donc la terre des environs. Et donc cette terre-là, c'est ce qui ne va pas changer. C'est pour ça qu'on regarde toujours sous un objet. Et c'est ce fut mon erreur de vouloir regarder sous mon aiguillère pour regarder la terre. Et c'est avec cette terre qu'on peut le mieux identifier d'où vient un objet et pas au niveau de la couleur. La couleur, elle, a une trop grande variation. Et à l'époque, c'était dû au four. La cuisson, la température pouvait varier beaucoup. Ça en maîtrisait beaucoup moins. De nos jours, ça va être vraiment surtout dû à la composition de l'émail qu'on va employer. Chaque émail va donner une couleur verte un peu différente aux objets. Voilà, voilà. Hmm. Donc, si vous avez encore des questions euh, sur le céladon, je vous attends. Et sinon, maintenant, je vais donc poser la question de notre concours. Donc, avant de faire ça, je vous rappelle de liker cette vidéo maintenant ou bien plus tard. Je la reposterai sur YouTube, hein. Si vous avez raté des classes dans le passé, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et voir ce que j'y ai posté. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein? Allez sur mon compte Instagram, suivez-moi également sur mon blog. Et puis tout ça, ça va aider à diffuser la bonne parole et le thé de qualité en France et dans le monde francophone. Donc je vous remercie pour votre coup de pouce et également bien sûr surtout pour vos commandes sur mon site t-masters.com/fr. Il est également en français ma petite boutique. Vous devez la connaître. Voilà. Donc la question va être plus simple que ce matin. Attention à vos claviers, hein. Le premier à commenter et à donner la bonne réponse va gagner cet échantillon de Tianche de ce printemps. Je vous contacterai par message pour obtenir votre adresse. Alors, la porcelaine Céladon, à quelle pierre précieuse chinoise fait-elle référence? Voilà, la question est vraiment très simple. À quelle pierre précieuse chinoise la porcelaine Céladon fait-elle référence? Essaie-t-elle d'imiter? Et Benoît a été le plus rapide. Bravo Benoît. Ça s'est vraiment joué à très peu. Frédéric est venu juste derrière à une fraction de seconde près. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi pendant cette classe. Je vous dis à la semaine prochaine.
Hein, Benoît, j'ai ton adresse, donc pas de problème. Je vais t'envoyer ça. Je vous souhaite une bonne période de l'Avent. Hein, c'est bientôt Noël. Allez, bisous bisous, je vous adore. Merci. Allez, salut, bye bye.